Justement de ses conséquences, notamment au plan institutionnel, avec Sophie Loussoirn avec nous. Vous êtes spécialiste de la Constitution britannique. Bonjour, professeur, ici même à Paris, à la Sorbonne Nouvelle. Ça va demander du temps. C'est un saut dans l'inconnu, hein, on l'a suffisamment dit. Le terrain a déjà été préparé par les juristes. C'est un casse-tête ce qui s'annonce. Oui, alors ça ouvre une ère d'incertitude économique et politique. C'est un traumatisme économique, diplomatique et constitutionnel. Alors, c'est une perte de légitimité pour le système politique britannique. C'est une perte de leadership, une crise de leadership pour David Cameron qui a donné sa démission. Et puis, ça ouvre une ère d'incertitude avec l'Écosse, puisque le vote massif des Écossais pour l'Union européenne et la volonté de l'Écosse de rester dans l'Union européenne nous laisse à penser l'organisation future d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse, un nouveau référendum après celui qui a déjà été organisé le 18 septembre 2014 et qui avait cette fois-ci conduit au maintien de l'Écosse dans l'Union européenne. En revanche, cette fois-ci, on peut prévoir une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni et donc un éclatement du Royaume, et l'Écosse poserait sa candidature dans l'Union européenne pour être le nouveau 28e membre de l'Union européenne. Et puis, conséquence qu'on avait moins vu venir aussi, on a revu le Sinn Féin sortir du bois sur la question d'une réunification de l'Irlande. Ça remet en cause les accords qui avaient été durement négociés sous Tony Blair. Oui, alors tout à fait. Alors l'Irlande du Nord a voté en masse pour le maintien dans l'Union européenne, car l'Union européenne a aidé aux accords de paix en Irlande du Nord. Et l'Irlande du Nord voit mal aujourd'hui une frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc c'est un problème constitutionnel qui avait été soulevé au moment de la campagne, mais qui a été sous-estimé. Et on voit donc un pays fracturé entre une Écosse, une Irlande du Nord et Londres qui ont voté massivement pour le maintien dans l'Union européenne. Parce qu'il y a eu des aides européennes aussi non conséquentes pour... Bien sûr, bien sûr. Voilà, et pour l'Irlande, ouais. Voilà. Par opposition, les populations rurales exclues de la mondialisation qui ont voté pour le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est un choc sans précédent que vous nous décrivez là, à la fois une sortie d'une union supranationale et la possibilité de dislocation d'un royaume qui s'était constitué au fil des ans au point de devenir même un temps première puissance coloniale au monde. Est-ce que la classe politique britannique actuelle, et notamment celle du Brexit, a les épaules pour supporter un tel choc? Parce que souvent, il faut quand même des dirigeants à la hauteur de l'histoire. Et alors, je crois que Boris Johnson a joué sa carrière avec cette campagne du Brexit. Il a mené une campagne victorieuse qui peut le mener à Downing Street. Est-ce que ce sera le Premier ministre le mieux à même de renégocier les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne? Ça, on ne peut pas le savoir. On peut aussi envisager que Michael Gove, l'actuel ministre de la Justice, soit candidat à la tête du Parti conservateur. Et également Theresa May, l'actuelle ministre de l'Intérieur, pourrait être candidate à la tête du Parti conservateur, ou bien encore Liam Fox, l'ancien ministre de la Défense. Ce seront aux membres du Parti conservateur de se prononcer lors du congrès d'octobre 2016. On a beaucoup vu, nous évidemment ici, vu de France et sans doute dans le reste de l'Europe, Nigel Farage, qui est souvent présenté comme l'un des leaders de ce camp, même s'ils n'ont pas partagé les mêmes estrades tout au long de la campagne. Est-ce qu'il y a justement un rapprochement possible aujourd'hui qui permettrait d'une manière ou d'une autre à Nigel Farage de faire partie de la future équipe dirigeante du Royaume-Uni? Alors, Nigel Farage, en effet, appelle de ses voeux un rapprochement de Boris Johnson. Je ne pense pas que Boris Johnson souhaite se rapprocher, en revanche, de Nigel Farage, qui est le chef du parti souverainiste UK Independence Party, un parti de protestation, qui a la majorité actuellement au Parlement européen, mais qui regroupe les exclus de la société. Boris Johnson incarne une aile droite du Parti conservateur. Et je pense que on aurait du mal à concilier les intérêts de Nigel Farage et ceux de Boris Johnson. Merci Sophie Loussoirn de vous rester avec nous. En tout cas, parmi les voix qui comptent en Europe, celle de François Hollande, le président français, qui regrette le vote des Britanniques, mais appelle lui aussi l'Europe à appliquer rapidement les procédures de sortie. Il rencontrera les principaux dirigeants politiques français avant d'aller voir Angela Merkel. Ce sera lundi à Berlin. On imagine qu'une initiative franco-allemande est à l'étude. Toujours est-il que François Hollande appelle d'ores et déjà l'Europe à se concentrer sur l'essentiel: sécurité, investissement, harmonisation fiscale et sociale. Écoutez-le. La Grande-Bretagne ne fera donc plus partie de l'Union européenne. C'est un choix douloureux et je le regrette profondément pour le Royaume-Uni et pour l'Europe.
Mais ce choix est le leur et nous devons le respecter. Et voilà, lui aussi a le poids de l'histoire d'une certaine manière maintenant qui pèse sur ses épaules, Roselyne Faye, François Hollande. Oui, bien sûr. Maintenant, c'est ça, on va dire, sa relation avec Angela Merkel qui va être importante. Mais dans le fond, ont-ils un schéma, ces dirigeants européens d'une nouvelle Europe? Quel grand sursaut, dans le fond, ils peuvent proposer? Je crois qu'ils n'ont rien à vendre en magasin. Alors, on a entendu effectivement François Hollande proposer les têtes de chapitre sur les mesures, l'investissement, l'harmonisation fiscale franco-allemande, etc. Une espèce de plan d'investissement bis. Il y avait le plan Juncker, donc un autre plan d'investissement. Mais est-ce que les Européens vont écouter ça quand une Angela Merkel explique effectivement qu'il faut prendre en compte la diversité et les attentes différentes de chacun des pays et que surtout il faut veiller à améliorer la vie des Européens? En fait, dans le fond, qu'on propose une harmonisation fiscale, etc. Les Européens n'écoutent pas ça. Les Européens, on le voit bien en Angleterre, ont écouté les sirènes maléfiques, on dirait, des populistes, et parce qu'elles répondent aux angoisses aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important aujourd'hui. Est-ce que c'est plus d'investissement, plus de relance, plus de mal? Je ne suis pas sûre que ça soit la solution. Et le problème, c'est que les dirigeants européens n'ont plus rien dans leur besace à vendre. Et là, pour juste finir sur la question du moteur franco-allemand, elle est importante. Le problème de ce moteur-là, de ce couple franco-allemand, c'est qu'il y a énormément de défiance. Les Français, les Allemands nous font pas confiance pour gérer les déficits. Ils estiment que on est des latins, donc on laisse filer, et puis que de toute façon les Allemands pourront payer. Hein. C'est un peu, on a un côté grec, un peu. On se dit les Allemands, ils ont la carte bleue, ils peuvent s'en occuper. Quand on écoute la gauche aujourd'hui, c'est voilà. Et puis les Français, on reproche aux Allemands de créer de la récession et de vouloir faire briller leur image voilà. Donc dans le fond, il y a une mésentente, il y a une méfiance permanente de ce couple qui, dans le fond, se jauge, parfois se donne la main, comme avec Kohl et Mitterrand, et puis parfois est fait de défiance, comme ça a été au début avec Sarkozy, et comme maintenant, voilà, ça va se faire aujourd'hui avec François Hollande et Angela Merkel. Avant son départ pour Berlin lundi, François Hollande annonce qu'il va consulter la classe politique française, les principaux dirigeants. Concrètement, que vont-ils lui dire? Et est-ce que cela aura une incidence sur la position que défendra François Hollande lundi à Berlin, sachant qu'on a déjà entendu des responsables de droite, comme par exemple Bruno Le Maire, appeler à un sursaut, dire même qu'il est une opportunité pour la France? Il va jauger effectivement, comme il l'avait fait au moment du terrorisme. D'ailleurs, ça avait découlé sur une chose dramatique qui était la proposition d'échéance de nationalité qui avait été proposée par la droite, et c'était suite à une consultation justement des partis politiques, donc le Front National, bien évidemment. Et on sait où ça nous a conduit. Alors aujourd'hui, François Hollande doit écouter, bien évidemment, tous les partis politiques pour déjà consulter. Hein. De toute façon, François Hollande a endossé plus le costume de conciliateur que le costume d'homme qui avait une vision réelle pour un pays et qui avançait. Voilà. Donc, c'est la marque de fabrique de François Hollande, c'est démocratique. Aujourd'hui, on a entendu quand même la droite, certains à droite, dont Bruno Le Maire, d'évoquer l'idée du référendum. Alors, est-ce qu'il va y avoir effectivement cet effet domino? C'est-à-dire, est-ce que d'autres vont entrer dans le convoi? On sait pertinemment que vont vouloir quitter le convoi, justement. On voit bien que Marine Le Pen, bien évidemment, applaudit dès demain le Brexit. Marion Maréchal Le Pen, sa nièce, parle déjà de Frexit. Donc, voilà, même si c'est pas comparaison, on peut pas comparer ni la France ni la Grande-Bretagne, puisque d'abord, la Grande-Bretagne n'avait pas l'euro. Que va donner sa sortie économiquement? Je crois qu'il va falloir attendre pour juger. Oui. Et puis, une dernière chose, Raphaël, c'est qu'en France, ce sont les personnes âgées qui ne veulent pas quitter l'Europe. Pourquoi certains, aux Républicains, ne feront pas la bascule au Front National? Justement à cause de l'euro, parce que le bas de laine, parce que les petits épargnants, les banques vont s'effondrer, et on va... voilà, qu'est-ce qu'on va manger demain matin? Et à l'inverse,
en Angleterre, ce sont les personnes âgées qui veulent quitter l'Europe, ce qui est quand même curieux. Oui, ce qui est très intéressant dans ce vote, c'est de voir qu'il y a eu un clivage social, générationnel et géographique. Et donc, les personnes âgées ont voté majoritairement contre l'Union européenne, tandis que les jeunes ont voté pour le maintien. La classe politique, l'élite économique, l'élite culturelle ont voté pour le maintien, et on le comprend. En revanche, ce sont en effet toutes les promesses fallacieuses du camp du Brexit qui l'ont emporté, notamment le contrôle des frontières, la lutte contre l'immigration clandestine, et puis la lutte contre la bureaucratie de Bruxelles. On va justement parler de cette bureaucratie de Bruxelles, puisque c'est là-bas qu'on part, dans la capitale belge, retrouver en direct Katialine Landaburu. Katialine, on a déjà de premières réactions en Europe, et si l'on en croit, est-ce qu'on entend l'état d'esprit des Européens, c'est maintenant aller vite vers la sortie pour les Britanniques. Et oui, effectivement, parce que s'ils veulent maintenir l'unité extrêmement fragile de cette union à 27, il va falloir agir vite, en quelque sorte dédramatiser le débat. Et puis, il y a aussi un agenda à respecter. On compte beaucoup sur l'axe franco-allemand pour relancer cette machine européenne avec un projet susceptible d'être fédérateur. Mais il ne faut pas oublier que l'année prochaine, dans les deux pays, il y a des élections législatives et que si les choses ne sont pas faites immédiatement, le lancement de ce projet fédérateur risque d'être pollué par les campagnes nationales. Après, il faut aussi essayer de minimiser les conséquences de ce Brexit, autant sur le plan externe, c'est-à-dire avec la fragilisation de l'image de l'Union européenne, une famille désunie qui n'a plus le même poids face à des géants mondiaux comme la Russie, comme les États-Unis, comme la Chine. Et puis, il faut aussi essayer le plus rapidement possible d'éviter un effet de contagion au sein même des États membres des pays fondateurs, comme l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, tous confrontés à la montée de l'AfD, du FN, du Front National de Marine Le Pen ou du mouvement de Geert Wilders. Et puis, il y a aussi les pays à l'est de l'Europe où des gouvernements ouvertement eurosceptiques sont actuellement au pouvoir. Donc, il faut agir vite et il faut agir aussi, bien sûr, de façon concertée. Sinon, les conséquences d'un Brexit risquent en effet d'être désastreuses pour l'Union européenne. Et on entend aussi des voix, Katialine, qui réclament une inflexion des politiques européennes, qu'il s'agisse d'austérité ou bien du champ de compétences même de Bruxelles. Oui, bien sûr, mais peut-être certains, et c'est ces mêmes voix qui disent que peut-être cet électrochoc, cette sortie des Britanniques de l'Union européenne pourrait être positif. Il faut rappeler que jusqu'ici, par exemple, les Britanniques avaient toujours freiné l'élaboration d'une Europe sociale, d'une Europe politique que certains appellent depuis très longtemps de leur vœu. C'est vrai qu'ils ont toujours bénéficié d'une Europe à la carte, ils n'ont jamais été dans l'Union économique et monétaire, ils n'ont jamais été dans la zone Schengen, ils n'ont jamais ratifié non plus, pour donner un autre exemple, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, il faut savoir que si les Britanniques n'avaient pas n'avaient pas décidé de ce Brexit, aujourd'hui, d'autres contradictions seraient venues se rajouter à cette union déjà en plein délitement. Rappelons qu'une des exigences de David Cameron avait été de demander de priver les ressortissants européens au sein du Royaume-Uni des allocations sociales. Ça aurait été vraiment en contraire au principe de liberté de la libre circulation des travailleurs, donc contre les principes fondamentaux de l'Union européenne. Donc tout ça, peut-être, si les dirigeants agissent à nouveau de façon concertée et relativement rapidement, ce Brexit pourrait avoir des conséquences positives pour l'avenir de cette Union à 27. Merci Katialine Landaburu avec nous en direct de Bruxelles. Et derrière le référendum, déjà la possibilité d'autres référendums au sein du Royaume-Uni, notamment l'Écosse réaffirme sa vocation à rester dans l'Union européenne par la voix de sa Premier ministre Nicola Sturgeon. Même son de cloche en Irlande où le Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA, appelle à un référendum sur une Irlande unifiée. On reste en Europe, on part tout de suite à Berlin rejoindre Anne Maillet. Anne, Angela Merkel s'est exprimée elle aussi, peu après François Hollande. Une réunion de crise est donc prévue lundi autour de la chancelière allemande à Berlin. Oui, effectivement, Angela Merkel, qui s'est exprimée très brièvement vers 12h30 aujourd'hui, a confirmé la tenue d'une réunion de crise post-Brexit lundi prochain à Berlin. Le président français François Hollande, le Premier ministre italien Matteo Renzi et le président de la Commission du Conseil européen Donald Tusk se retrouveront donc dans la capitale allemande pour faire le point sur les réponses à apporter à l'issue de ce référendum. Angela Merkel, visiblement affligée lors de ce point de presse, a déclaré
que le Brexit est un coup porté à l'Europe et au processus d'unification de l'Europe, mais elle a également appelé au calme et au sang-froid et mis en garde contre des réactions trop rapides et simples de la part des 27 membres restants au sein de l'Union européenne. En tout cas, une chose est sûre pour la chancelière, la décision des Britanniques de quitter l'Union européenne est une véritable épreuve. Pour Berlin, la Grande-Bretagne a toujours été un partenaire politique et économique de taille. C'est le 3e partenaire commercial de l'Allemagne et c'est aussi un partenaire au sein de l'Union européenne qui a souvent été sur la même longueur d'onde que Berlin sur les questions de politique économique. Et donc les conservateurs au sein du gouvernement d'Angela Merkel sont très inquiets et craignent de se retrouver désormais bien seuls face aux pays du Sud. On commence à débattre aussi en Allemagne des politiques européennes. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu, Raphaël. Oui, on commence aussi à débattre en Allemagne des politiques européennes et notamment en matière d'austérité. Oui, effectivement, dès très tôt ce matin, on a commencé à débattre ici en Allemagne. Alors sans surprise, plusieurs responsables de l'AfD, le parti anti-migrant qui monte en Allemagne, un parti populiste, a accusé la chancelière d'avoir contribué au résultat de ce référendum avec sa politique migratoire. Alors il fallait s'y attendre, car ce parti a été créé notamment par des eurosceptiques. Mais le débat sur l'avenir de l'Europe et la responsabilité allemande dans la crise qu'elle traverse a aussi été relancé par le ministre allemand de l'économie, le social-démocrate Sigmar Gabriel, qui a déclaré ce matin que le Brexit pouvait représenter la chance d'un nouveau départ pour l'Europe, mais qu'un débat devait également s'ouvrir sur l'austérité, une austérité pourtant défendue par son propre gouvernement. Faisant référence à la France ou encore à l'Espagne, il a affirmé que ces pays avaient certes un grand besoin de réformes, mais qu'en faisant uniquement des économies, on ne crée pas d'emplois en Europe. C'est un débat qui risque donc de refaire surface en Allemagne et on le sait, c'est un débat qui divise profondément le gouvernement allemand depuis plusieurs années. Merci d'avoir été avec nous en direct de Berlin, Anne Maillet. Voilà, restez avec nous, on se retrouve bien sûr dans un instant pour la suite de cette édition spéciale.